Ben, disons qu'avec les différents mouvements qu'il y a eu au courant de la saison morte dans la Formule 1, on avait très hâte à cette nouvelle saison. On en parle avec notre collaborateur Pierre-Olivier Doucet. Comment ça va, PO? Salut Mathieu, ça va super bien toi aussi? Ben oui, ça va super bien. Je suppose que le fan de Formule 1 en toi doit être très content là, que la saison de Formule 1 soit débutée depuis déjà quelques semaines. Oui, exactement. Bon, on avait hâte de voir notamment les nouveautés, hein, beaucoup de rookies cette année, des recrues qui rentraient en Formule 1. Lewis Hamilton chez Ferrari. Est-ce que McLaren allait être dominant comme c'était supposé en ce début de saison? Il y avait beaucoup de points d'interrogation pour cette saison 2025 de la F1, qui est une dernière saison également pour cette réglementation qu'on connaît. Donc, ouais, beaucoup d'excitation, Mathieu, je te dirais. De quelle réglementation on parle? L'an prochain, il va y avoir un gros changement de réglementation. Donc, les F1 ne se ressembleront plus vraiment. On va ajouter de l'aérodynamisme qui va être automatique. On va changer également quelques règles de réglementation là, sur les moteurs notamment. Donc, on va jouer là-dedans là, ce qu'on appelle une ère différente. Là. Depuis 2022, on était dans l'ère qu'on connaît actuellement. Donc, les F1 se ressemblent un peu depuis 2022. Là, on va faire des changements, là, notamment les F1 seront un petit peu plus petites. On va avoir, comme je le disais, des changements sur l'aérodynamisme. Donc, ça va être le fun à suivre. Puis, qui dit nouvelle ère, ben, on se dit, bon, ben, qui va se démarquer? Donc, c'est vraiment une année qui est charnière pour la F1 cette année quand même. Est-ce que ces améliorations-là vont permettre aux véhicules d'aller plus rapidement sur les circuits? Écoute, à chaque fois qu'on change de Oui. réglementation, j'ai l'impression que oui, on est capable de pousser le concept tellement au maximum que même cette année, on fait des records autour. On a des voitures qui sont extrêmement performantes sur plusieurs parties du circuit. C'est-à-dire qu'on est bon en ligne droite, on est bon dans les virages rapides, on est bon dans les virages plus lents. On comprend mieux Wow. justement cette réglementation, comme je disais, qui est arrivée en 2022. Donc, on a étudié plusieurs choses, on a fait beaucoup d'essais-erreurs et là, on le comprend mieux. Donc, en effet, peut-être pas dès l'an prochain, en 26, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas avoir tout compris, puis il y a quelques petites zones grises qui ne seront pas encore exploitées, mais je suis assez certain qu'on va aller chercher des records de pistes là, au fur et à mesure que la prochaine réglementation va entrer. On le voit là, déjà cette année que ben, en qualification, c'est des records de pistes pas mal partout depuis le début de la saison. PO, tu en parlais tout à l'heure, mais parmi les gros mouvements qu'il y a eu durant la saison morte de Formule 1, c'est évidemment l'arrivée de Lewis Hamilton avec Ferrari. Est-ce que l'attente en aura finalement valu la peine ou c'est un petit peu décevant ce début de saison pour ce qui est de Ferrari? Ouais, et il faut dire que les gens avaient d'énormes attentes pour Lewis Hamilton chez Ferrari, mais il faut une période d'adaptation. Là. Hmm. Hamilton est avec Mercedes, il était avec Mercedes depuis plus de 10 ans, là, ou environ une dizaine d'années. Donc, c'est sûr et certain que c'est un gros changement, s'habituer au véhicule, s'habituer au style de pilotage aussi de Lewis Hamilton. Lui, il faut qu'il s'habitue à la Ferrari, mais la Ferrari doit s'habituer un petit peu à Lewis Hamilton également. Je ne suis pas encore là à lancer la serviette pour Lewis. Lors du dernier Grand Prix de Bahreïn, ça a été plus concluant, disons, pour Lewis Hamilton. Et c'est l'écurie Ferrari qui avait apporté le plus Hmm. d'amélioration sur sa voiture. Donc, je pense que c'est une courbe de progression qui est normale pour Lewis, qui était pilote Mercedes depuis longtemps. C'est un peu la même chose hein, pour Carlos Sainz, qui lui est parti de Ferrari vers Williams, qui est motorisé par Mercedes. Et lui-même disait que la plus grosse adaptation, c'est le moteur, c'est le feeling, comment on change les vitesses, quand on rétrograde également. Donc, c'est de l'adaptation pour ces pilotes qui ont changé l'écurie. Donc, pour Lewis Hamilton, début de saison correct. J'espère que son adaptation à la voiture va se faire au courant de la saison. Au courant des dernières saisons de Formule 1, on avait trois lettres sur le bout de la langue. M-A-X, Max Verstappen, qui était le grand champion. Est-ce qu'au moment où on se parle, Max Verstappen est toujours le grand favori en Formule 1? Non, vraiment, cette saison, c'est McLaren. On l'a OK. vu la fin de la saison dernière où McLaren était très, très fort. Et tu sais, je vous parlais tout à l'heure qu'on commence à comprendre les voitures. McLaren a compris quelque chose que les autres écuries n'ont pas compris. On est bon partout, sur environ tous les circuits. Et ce qui arrive, c'est quand on a des voitures rapides, normalement, l'usure de pneus se fait plus rapidement. Donc là, on fait comme, OK, on mange les pneus, il faut arrêter au puits, tout ça. Donc stratégiquement, c'est plus difficile.
cette McLaren-là semble parfaite. Ce sont Lando Norris et Oscar Piastri qui sont leaders au championnat au moment de l'enregistrement, mais je vous le dis, là, Oscar Piastri semble avoir le couteau entre les dents, pas mal plus que Lando Norris, qu'on a peut-être targué de gars qui manque un petit peu de graines de champion, si on veut. OK. Tout le contraire pour le pilote australien Oscar Piastri. Donc là, les deux coéquipiers qui sont 1 et 2 au classement, est-ce que ça arrive des fois des guerres d'ego entre deux partenaires qui vont finir par se lutter une guerre tellement intense qu'on va essayer peut-être même parfois des petits coups cochons? Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Je pense OK. que la dernière fois, c'était en 2016 où Nico Rosberg et Lewis Hamilton s'étaient battus. Rosberg était tellement vidé qu'après son championnat du monde, il a quitté la F1. C'est déjà arrivé dans les années passées. C'est rare, hein, tu sais, quand on parle d'équipe, normalement, on se dit une équipe, ça travaille ensemble. Hein, Ouais. dans tous les autres sports. Je suis convaincu que tu en suis d'autres, fans de Ouais, ouais. sport. Normalement, tu sais, les coéquipiers amènent l'équipe quelque part. Il y a une certaine partie là-dedans, mais il y a une partie individuelle en F1, puis on peut le voir. Et je pense que cette année, ni Oscar Piastri, ni Lando Norris va se laisser piler sur les pieds. J'ai comme l'impression que Oscar a plus le couteau entre les dents, comme je te disais un peu tout à l'heure. Puis ce sera difficile peut-être à gérer parce qu'on n'a jamais établi de pilote, réel pilote numéro un chez McLaren. Donc, là, jusqu'à présent, on n'a pas eu à faire de ce qu'on appelle un driver swap en anglais. On pourrait dire un changement de pilote en course en français. Là, ça se traduit mal un peu, mais c'est lorsque le coéquipier laisse passer son coéquipier, justement, l'autre voiture de son équipe pour l'avantager ou peut-être faire en sorte qu'il marque plus de points pour en marquer plus tard. Ces stratégies-là n'ont pas été utilisées depuis le début de la saison. Chez McLaren, on a été chanceux parce que je me demande comment ils vont gérer ça si jamais c'est le cas. Mais là, Oscar Piastri est pas très loin de Norris. Norris semble faire déjà des gaffes. J'ai hâte de voir comment ça va se conclure de leur côté, mais la gestion des pilotes sera fort possiblement leur gros enjeu cette saison pour McLaren, parce que sinon, Ouais. je ne vois pas la Red Bull aussi bonne. Mercedes semble très solide, très stable, mais je ne pense pas qu'il puisse rattraper la orange papaye de McLaren. Et Ferrari, ben, c'est tout le temps un coup de dé. Des fins de semaine, ça fonctionne, des fins de semaine, ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour cette fin de saison en Formule 1, PO? Est-ce qu'il y a des pilotes à surveiller, des écuries à surveiller de plus près, autres que McLaren? Je te dirais, bon, que fera Red Bull? On a changé justement Liam Lawson qu'on avait amené en début de saison. On a pris le pilote expérimenté chez Racing Bulls, Yuki Tsunoda, le japonais. Est-ce qu'il va rester toute la saison? Est-ce que Max va cette année? Parce que ça commence à brasser un peu. Donc, situation chez Red Bull à surveiller. Comment va se développer Lewis Hamilton chez Ferrari? Qui seront les premières écuries à penser à 2026 aussi? Tu sais, des écuries qui sont à la traîne, qui vont peut-être faire, OK, on va lancer la serviette pour 2025 parce qu'on ne sera pas capable de compétitionner. Ça, ce sera à surveiller. Je vous dirais, ne faites-vous pas trop d'attente avec Aston Martin, notre Québécois Lance Stroll cette saison. Ça semble extrêmement difficile. On amène Honda chez Aston Martin l'an prochain. On a amené l'ingénieur vedette Adrian Newey pour dessiner la voiture de l'an prochain. Donc, eux, d'après moi, sont en 2026. Et il y a plusieurs jeunes pilotes qui sont intéressants à suivre. Donc, Kimi Antonelli, seulement 18 ans, et chez Mercedes, il est très solide, Mathieu. Il est super beau à avoir piloté. C'est vraiment le fun. Puis tous les autres rookies comme Adjar, que j'aime bien. Oli Berman chez Haas, qui est super le fun à suivre également. Donc, peut-être suivre ces jeunes-là au courant de la saison. Puis je pense qu'on en aura une belle parce que toutes les écuries jusqu'à présent ont marqué des points. Wow. Donc, c'est serré jusqu'à présent. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donnera. J'imagine qu'on s'en reparlera à l'automne, vers la fin de la saison. Mais écoute, je crois qu'on aura une belle saison. Effectivement, et on invite les gens à aller suivre le podcast Le Paddock qui a bien entamé sa saison en même temps que la Formule 1. Vous êtes en direct quel soir de la semaine déjà? Nous, on est en direct les lundis, 20h, suivant les Grands Prix. Donc, si vous avez écouté le Grand Prix le dimanche, ben, le lundi suivant, nous sommes en live sur Facebook. Donc, le Paddock Podcast F1. Et également, vous pouvez nous suivre là, sur votre plateforme de balado préférée. L'audio est disponible tout de suite après le live, justement, avec mon ami Jean-Michel. PO, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était encore un plaisir de t'avoir parlé de Formule 1. Hey, ça fait plaisir, Mathieu, puis bonne émission. Merci beaucoup.
Gros événement qui avait lieu dans la région il y a quelques semaines déjà, alors que la Coupe Chevrolet nous permettait d'accueillir les meilleures joueuses de hockey féminin du Québec ici dans la région. On en parle avec l'entraîneur des Rebelles, Mathieu Chamberlain. Comment ça va, Mathieu, aujourd'hui? Salut Mathieu, écoute, ça va mieux. Et ça va mieux qu'il y a une semaine, je te dirais, là, jour pour jour. Ouais. Oui, on a retrouvé le sourire. Effectivement, ça a été un beau parcours pour tes joueuses. Vous avez été en mesure de vous rendre jusqu'en demi-finale. Exact, 4 victoires, 1 défaite, seulement la défaite au mauvais moment. On avait accordé seulement 2 buts en 4 matchs dans nos 4 premiers matchs. C'est vraiment une très belle performance de mon équipe, même en demi-finale contre la meilleure équipe, l'équipe qui a fait championne de la saison régulière, les Warriors du Lac-Saint-Louis, contre qui on avait annulé préalablement au tournoi de Sherbrooke, il y a environ un mois avant la Coupe Chevrolet. On a perdu 3-2 avec 2 poteaux dans la dernière minute. Donc, défaite crève-cœur pour mon équipe là, devant une très belle foule à Alma. Donc, c'est pour ça que je te dis ça va mieux. On avait un petit peu le cœur lourd là, la semaine dernière de finir notre parcours comme ça, mais on s'est quand même rendu à la dernière journée possible là, de notre saison. Hey, on se parlait tout à l'heure un petit peu à l'extérieur des ondes, mais l'équipe que vous avez affrontée, c'est un petit peu 2 poids, 2 mesures. Ils n'ont pas nécessairement la même semaine typique que les Rebelles. Là. Non, puis pas non plus, tu sais, au niveau du bassin des joueuses. Sûr qu'eux autres, dans leur coin, il y a du 3A que nous, on n'a pas dans la région. Par contre, tu sais, eux autres, on parle comme nous autres, on a quoi? On a 19, 20 inscriptions à peu près pour notre groupe d'âge. Tandis qu'eux, ils en ont dans la centaine. Là. Fait que, tu sais, au niveau de... Puis comme on parlait tantôt, eux, nous, on a une concentration que quelques joueuses dans l'équipe ont concentration hockey à Arvida, tandis qu'eux ont un sport-études qui pratiquent ensemble 4 jours semaine. Donc, on parle, c'est comme tu dis un peu, c'est un peu 2 poids, 2 mesures, mais au niveau sur la glace, je pense que tout le monde qui était là dimanche dernier, il n'y a personne qui a pu dire que c'était le cas. Je pense même que les gens auraient pu dire que c'était le contraire, là, que c'est nous autres qui avaient l'air de pratiquer 4 fois par semaine. Le hockey féminin, on le sent vraiment depuis les dernières années, là, ça va très, très bien. On sent vraiment que c'est en pleine ébullition depuis quelques années. Est-ce que tu ressens la même chose sur le terrain? Ben, oui, définitivement. Puis encore plus cette année avec la Coupe Chevrolet chez nous. Dans le M15, ils ont réussi à faire 2 équipes, donc une équipe de 2A, une équipe de A. Même chose dans le M13, même chose dans le M11, c'est ce qu'on ne voyait pas nécessairement auparavant. Auparavant, on avait des équipes de 2A tout simplement, donc on avait 4 équipes. Cette année, on en avait 7. Fait que, on voit la différence. Là. On voit que le hockey féminin est en pleine effervescence. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, notre CA travaille très, très fort aussi. Là, on a eu l'annonce hier que Jean-Philippe Simard de Hockey Saglac devenait comme coordonnateur hockey féminin. Donc, tu sais, c'est des postes qu'on n'aurait jamais pu voir avant, là, qu'on voit maintenant. Et c'est une très bonne nouvelle, des belles choses qui s'en viennent aussi qu'on ne peut pas nécessairement parler, là, malheureusement, pour aujourd'hui. Mais tu sais, on parle de la suite logique là, pour le hockey féminin dans la région. Oui, il y a déjà plusieurs rumeurs qui courent, là, comme quoi il y a certains cégeps de la région qui pourraient peut-être être intéressés à avoir une formation de hockey féminin. Fait que ça va être à suivre au courant des prochaines semaines, prochains mois, si on n'a peut-être pas une annonce en ce sens-là qui pourrait être faite. Je veux qu'on revienne sur la Coupe Chevrolet parce que les partisans ont vraiment répondu présent à cet événement qui avait lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben écoute, ça fait quoi, pas loin de 15 ans que je coach au hockey là, dans différents niveaux. Des foules comme on a vu à Alma pour les filles, c'était quelque chose que j'avais pas vécu depuis longtemps, je te dirais, peut-être depuis mon championnat dans le hockey senior. Là. Okay. On avait des belles foules, des 300-400 personnes. Notre match d'ouverture, l'aréna était presque pleine. Même l'équipe adverse qui s'est fait tuer en rentrant sur la patinoire. C'est des choses que j'avais pas vues depuis longtemps. Puis même le hockey mineur là-bas, Tony Tremblay qui s'occupait du site de Alma, excuse-moi, du midget 2A. Il me disait que le hockey mineur était très, très, très heureux de notre présence tout le long du tournoi, parce que les foules étaient vraiment belles. Puis c'est des belles expériences pour les jeunes joueuses, je suppose, qui par le passé, on avait peut-être un peu moins cette organisation-là pour le hockey féminin. Exact. On le voyait aussi, même l'année passée, quand on a été à Valleyfield du côté de la Coupe Chevrolet, dans les estrades, même
Même quand on se prenait contre le Lac-Saint-Louis, qui était l'équipe locale, c'était les parents seulement. Là. OK. Tandis que là, on voyait parents, famille, amis, des gens qui n'avaient aucune affiliation nécessairement dans les joueuses qui étaient présentes. Fait que honnêtement, c'était vraiment beau à voir. Là. C'était un beau feeling. Je peux te dire, quand on a compté le premier but du match d'ouverture, là, quand Laurence Gauthier, une de mes meilleures joueuses, a compté le premier but en première période, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un feeling de même sur le banc, là, niveau de l'effervescence, niveau du bruit là, que ça a fait, là, c'était assez impressionnant. C'est beau de voir ça, puis c'est beau aussi de voir que là, les jeunes joueuses de hockey vont être en mesure de vivre ces expériences-là, alors qu'auparavant, c'était peut-être un petit peu plus réservé aux jeunes joueurs de hockey. Effectivement. Puis là, tu sais, dans les semaines avant, j'ai deux de mes deux capitaines, dans le fond, que j'avais, ils ont pris la décision de partir pour Thetford. Ils ont été recrutés pour le cégep des filons de Thetford Mines, qui est une équipe en Division 2. Puis je peux te dire que mes filles vont avoir un impact assez immédiat dans l'équipe aussi. Puis le coach là-bas était très, très heureux de leur venue. Ça, c'est à partir de l'an prochain? Oui, et eux vont jouer là-bas l'an prochain, exact. C'était deux de mes 6 finissantes qui ont fini cette année. C'était une de mes questions, justement, mais je me demandais c'était quoi les débouchés après avoir terminé le hockey civil plus traditionnel un peu, au hockey féminin, vers où les joueuses pouvaient aller jouer. Mais c'est beaucoup au niveau collégial que ça se joue. Là. Il y a collégial, il y a aussi une autre ligue là, qu'on a vu certaines de nos joueuses aller jouer aussi avec l'Indigo de Granby, le cégep de Granby, qui est comme un prep school un peu, si on veut, qui font des tournois, des showcases, soit aux États-Unis ou en Ontario. Mon ancienne capitaine, là, Ariane Boivin, qui est de ce côté-là aussi. Fait que, il y a ces deux avenues-là pour les filles qui veulent aller collégial. Sinon, ben, c'est junior masculin. Mathieu, pour terminer l'entrevue, peut-être, c'est quoi la suite des choses pour le hockey féminin dans la région? Ben, je te dirais la progression, avoir plus de filles dans les camps d'entraînement, pouvoir faire... Parce que de la manière que la Ligue est faite, pour avoir une équipe de A, il faut avoir une équipe de 2A. OK. Fait que, pour que tu aies une équipe de A, il faut que tu aies 2 équipes, dans le fond. Fait que ce qui serait le fun, c'est de pouvoir avoir les deux dans chaque catégorie. Tu as le M18, le M15. Maintenant, le M12, là, il y a un changement de réglementation. On n'a pas vraiment eu de nouvelles pour le moment, là, mais je suis sûr qu'avec des personnes comme Nathalie, avec le CA aussi des Rebelles, avec Jean-Philippe, qui est une addition incroyable pour le hockey féminin, je pense que ça va aider. L'année prochaine, c'est une année de Jeux du Québec aussi, là, mars 2026, si on veut. Que ça, je suis là-dedans aussi. Là, on va essayer d'avoir une équipe qui va être assez compétitive aussi là-dedans. Sinon, continuer, espérer que le collégial aussi, on ait l'aval du RSEQ cet été pour pouvoir faire la présentation pour l'expansion pour le Collège d'Alma. Fait que je te dirais que c'est ça les prochaines étapes. On voit que c'est en progression. Ouais. Les filles, on voit que les filles sont heureuses, puis le sentiment d'appartenance aux Rebelles aussi est de plus en plus grand. Fait que c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Je suis convaincu qu'on aura l'occasion de s'en reparler, Mathieu. Je te souhaite une bonne saison morte, puis on se reparle l'an prochain. Saison morte, pour moi, veut dire 2 équipes de baseball pour mes garçons. Fait que ça va être occupé quand même. Saison occupée dans ce cas-là. Mathieu Chamberlain, entraîneur pour les Rebelles. Merci beaucoup. C'est un sport qui est en plein essor un peu partout dans le monde, le cornhole, et on sait que c'est un sport qui est extrêmement populaire ici du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en parle avec un des organisateurs de cornhole Saguenay, notre ami Miguel Desjarlais. Comment ça va, Miguel? Ça va super bien. Merci, Mathieu, de me recevoir dans ton studio. Bien, ça fait plaisir. À chaque fois qu'on parle de cornhole, c'est un beau succès. On a des gens qui nous envoient des messages par la suite pour nous dire hey, c'est le fun de parler de ce sport-là. Je pense que c'est un sport qui a gagné en popularité aussi depuis les dernières années. Peut-être pour illustrer le succès de ce sport-là, vous avez commencé en quelle année déjà, Cornhole Saguenay? Ça fait 4 ans qu'on a des saisons régulières. Là. Puis on a des ligues établies dans tout le Saguenay. Même quasiment Lac-Saint-Jean, on est rendu à La Roche. Au départ, vous étiez combien de joueurs Cornhole Saguenay? Au départ, on n'était pas gros. On a commencé à 27 joueurs. Okay. Puis là, présentement, là, cette année,
on a eu 120 équipes dans 4 ligues différentes. On était à Saint-Honoré, on était à La Rouche, on était à Kenogami, on était à Jonquière. Puis je peux te dire en primeur, Mathieu, que l'année prochaine, on va être à la marina de Chicoutimi. OK, du côté de la marina de Chicoutimi. Oui, côté de la marina de Chicoutimi. Fait qu'on va être capable, d'après moi, de mettre un 6 boards là, à peut-être bien accueillir jusqu'à 30-40 personnes pour faire du cornhole. Puis ça va être durant la saison estivale, je suppose? Ça va être à partir du mois de septembre. Là, présentement, les ligues sont terminées. On a fait notre gros tournoi d'envergure à l'intensité le 12 avril. Puis on va commencer les inscriptions pour l'année prochaine. Ça va aller aux alentours de septembre. OK. Dans les prochaines semaines, on va avoir droit aux championnats provinciaux qui vont permettre par la suite de se qualifier pour d'autres championnats de niveau supérieur, je suppose. Quelles sont les dates et à quel endroit ont lieu les championnats provinciaux? Les championnats provinciaux auront lieu le 26 avril. Ça s'en vient, c'est dans quelques jours. Okay. Il va y avoir au-dessus de 250 équipes présentes à Québec. Wow. Gros tournoi d'envergure partout au Québec. Tous les joueurs de cornhole vont se présenter là. Puis il va y avoir une grosse compétition. Le cornhole, c'est un sport. C'est un sport. C'est pour ça qu'on est venu ici. Sport! Non, mais tout le monde dit, c'est-tu un sport? Moi, je vais vous dire quelque chose, là, c'est lorsque tu fais une journée au complet de cornhole, quand tu fais le simple, tu fais le double, tu vas lancer au-dessus de 1000 poches. Ça pèse 1 livre, une poche comme ça. C'est quand même assez lourd. Fait que, tu sais, le bras, les jambes, là, tu viens fatiguer du corps. Puis c'est un sport. Fait que... On a plusieurs équipes qui vont être à Québec dans 2 semaines. On va être super bien représentés du côté de Saguenay. Puis il y a des chances qu'on ramasse le titre. Puis c'est un sport qui peut beaucoup se comparer au curling en termes de stratégie. Je vais venir montrer à la caméra. Tu nous en as amené en studio. On voit de ce côté-là, c'est le côté qu'on appelle peut-être un peu plus rugueux. Qu'est-ce que ça permet de faire, ce côté-là? Le côté rugueux, là, ça permet de faire, on appelle ça des cuts en anglais. Ça permet de faire des cuts que la poche, elle arrive à droite, puis elle se dirige vers la gauche. Ou ça permet même de faire des rollbacks. Le rollback, c'est plus compliqué un peu. Il faut que ta poche soit avec le nez par en haut. Puis quand elle arrive sur le bord, elle flippe, puis elle arrive dans le trou. Ça te permet de sauter par-dessus une garde. Si un joueur défensif, il va te placer une garde. On met une garde là. On met une garde. Exactement. Okay. Ce lancer-là, il commence à être quand même contrôlé par plusieurs joueurs de la région. C'est un lancer qui est hyper compliqué à comprendre. C'est une technique qui n'est pas pareille parce que la plupart du monde, ils vont prendre leur poche comme ça, puis ils vont lancer le poche comme ça, puis ça fait en sorte que la poche elle pique du devant. Mais ce lancer-là, il faut que la poche elle soit par en haut, puis c'est une technique qui est vraiment plus compliquée. Il y a un autre côté aussi au cornhole de la poche qu'on trouve là. C'est un côté qui est peut-être un petit peu plus lisse. Oui, c'est un côté qui est un peu, je pense. Super glissant, oui. Ça fait que ça te permet de faire des coups qui te permettent de ramasser d'autres poches. Okay. Exemple, si tu places une garde, puis tu décides de vouloir pousser ta garde, tu vas faire le même lancer, mais tu vas utiliser le côté qui est plus glissant. Alors, la poche, elle va arriver sur le bord, puis elle va toucher l'autre poche, puis elle va être capable de les emporter vers le trou. C'est un peu l'équivalent du rock au curling où on va venir frapper très fort dans une autre pierre avec une pierre. Exactement, exactement. Puis, veux pas, les poches, là, on pense que c'est pas important, mais la poche, tu finis par l'aimer, puis la contrôler. Au lancer, ton toucher avec le doigt, c'est important. Des fois, c'est plus facile quand c'est grippant. Des fois, c'est plus dur quand c'est lisse. Fait que chaque poche est différente, puis tu finis par comprendre quelle poche que tu veux pour jouer. OK. Ouais. Dans la région, on a des très bons joueurs de cornhole. Oui. Est-ce qu'il y a des joueurs dans la région qui ont des chances de peut-être se rendre aux nationaux, aux mondiaux? Oui, vraiment. Toujours Carl Ménard. Carl Ménard, c'est un joueur qui a déjà fait ses preuves au Saguenay. Il a gagné le tournoi en double la semaine passée. Il s'en va au tournoi provinciaux. Puis je pense qu'il a des chances de remporter. Okay. Puis il va être sûrement sélectionné pour aller représenter le Canada en Croatie en septembre. Carl, c'est un homme qui est extrêmement compétitif et qui est très fort sous la pression. On avait eu l'occasion de le recevoir à Fan de Sport après son premier passage du côté des championnats mondiaux. Puis il nous racontait l'expérience qui était un peu folle de se rendre dans un pays. C'était en Allemagne, la première édition. Exactement. De jouer un sport dont on est habitué de jouer, le cornhole, mais d'être dans un pays où on est complètement dépaysé. Là, Carl va avoir pris de l'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de cornhole Saguenay qui s'attendent peut-être à aller un petit peu plus loin cette année?
Cornwall Saguenay, je pense pas. Mais au Québec, il y a des joueurs qui prennent vraiment un gros envol. Simon Dallaire, Tétu, Bibo, c'est des joueurs qui s'est rendus des pros. Il y a des chances qu'on les retrouve aussi aux championnats mondiaux. Il va y avoir 6 personnes qui vont s'en aller là-bas. Puis le Canada va être bien représenté. On s'entend toujours que les États-Unis, ça reste une puissance mondiale. Puis les États-Unis sur papier, vont gagner, puis ils vont être vraiment durs à détrôner. Oui, c'est ce que Carl disait. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont en progression en matière de cornhole, à part les États-Unis? Je pense que le Canada se situe très bien. Présentement, là, il y a une grosse évolution au Québec, mais à travers le Canada aussi. Puis les joueurs, ça fait 5-6 ans qu'on pratique puis qu'on essaie d'évoluer là-dedans. Mais je pense qu'après une dizaine d'années, on va avoir des joueurs qui vont être capables de compétitionner avec les Américains. Ah, c'est intéressant, ça. Pour ce qui est des prochaines étapes concernant Cornwall Saguenay, là, vous aviez comme habitude de jouer la plupart de vos tournois du côté de l'Hôtel Delta. Là, ça va changer à l'avenir. Oui, on va s'en aller du côté de l'intensité à Jonquière. On va jouer sur une surface de Dex. On va être capable de placer 13 planches, 13 jeux. On va pouvoir jouer 5-6 parties dans la soirée. Ça va nous permettre d'avoir plus d'équipes et ça va nous permettre aussi d'offrir un service, puis d'offrir un service de qualité. On ne veut pas, quand on joue au cornhole, on essaye, on aime ça jouer 5-6 parties par soir. Puis il y a peut-être bien que le Delta, c'était pas l'emplacement qui était idéal pour ça, il était limitant d'emplacement. Fait que l'intensité va nous permettre de donner aux joueurs vraiment là, plusieurs parties dans une soirée. Parfait. Évidemment, les gens qui voudraient peut-être commencer à faire du cornhole, on ne veut pas commencer en affrontant Carl Ménard, qui est comme un peu le Connor McDavid de la poche, là. Est-ce qu'il y a des calibres pour débutants lorsque vient le temps d'aller jouer avec Cornwall Saguenay? Oui, Mathieu, c'est le fun que tu en parles parce que quand on joue au cornhole, on pense que tout le monde peut jouer, mais tu vas être vraiment lié avec les personnes qui sont du même calibre que toi. Il y a plusieurs calibres. Il y a du double A, il y a du A, il y a du B, il y a du C. Alors, si tu es un débutant, tu vas jouer avec des personnes qui vont lancer comme toi. Ça fait que la compétition, elle peut être extrêmement positive. Puis avec veux pas, si tu es moins bon, bien, tu vas être capable de trouver ton compte là-dedans aussi. Puis si tu tires un peu plus, bien là, tu vas aller vraiment aller chercher les gros joueurs. Mais tu joues avec les personnes de ton calibre. Ça part en 5 catégories. C'est ouvert à tout le monde. Si on veut commencer les poches, de quelle manière on peut vous contacter? Nous autres, tu peux nous contacter toujours avec notre page Facebook. Tu peux nous venir communiquer avec nous autres avec Messenger. On va vous répondre à toutes les questions. Puis si vous voulez jouer, même les ligues sont finies présentement, mais on va avoir des ouvertures, puis on va aller se pratiquer quand même dans certains endroits. Fait communique avec nous autres, puis on va te dire où aller. Puis le sport va s'ouvrir à vous. Est-ce que vous êtes en mesure de fournir ce type de poche ou c'est les joueurs qui doivent se les procurer? On en passe toujours à du monde qui débute. On fait aussi de la vente. On vend des jeux, on vend des poches. On en passe, on fait de la location. Quand vous pensez Cornhole, pensez Cornwall Saguenay, puis venez nous parler sur Messenger. On est parlable, puis souvent, là, on passe des jeux pour des occasions, pour pas des télétons, mais souvent on passe des jeux à du monde qui veulent faire des soirées. Ça fait que venez nous voir. Merci, Miguel, d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Puis on souhaite bonne chance à tous les joueurs de cornhole de la région pour les championnats provinciaux. Merci, Mathieu.